Alors Michel, on se connaît depuis longtemps, on est amis depuis longtemps. J'avais envie, on a eu beaucoup l'occasion de parler politique ensemble, et j'avais envie de vous faire partager de manière tout à fait simple et conviviale les conversations que j'ai eues avec Michel. Et on va faire ce petit rendez-vous régulièrement pour parler du programme de Michel et de l'actualité et réagir donc à l'actualité. Michel, donc évidemment la première question c'est pourquoi te présentes-tu aux élections présidentielles? Alexandra, tu me connais depuis longtemps, effectivement. Tu as vu ce qu'on me connaît à ce moment-là, comment j'ai occupé un certain nombre de ministères qui sont les ministères au cœur de l'État. J'ai vu comment fonctionnait le pays. Depuis quelques années, j'ai pris aussi du recul et je suis allée davantage à la rencontre des Français, d'ailleurs sans caméra, sans médias, parce que c'est là où on parle véritablement. Et c'est la conjonction de cela qui m'a donné envie d'y aller. Parce que j'en ai assez qu'on parle toujours de pessimisme, qu'on parle de déclin de la France. J'en ai assez de voir comment l'image de la France est dégradée au plan international. Je vois ça dans tous mes déplacements. Et moi, je me dis, mais quand on voit réellement la France, quand on voit ses possibilités, quand on voit ses atouts, quand on voit combien les Français ont de capacité, d'imagination, de volonté d'action, il faut faire quelque chose. Et c'est ça qui me pousse. J'ai envie de rendre à la France son image, de lui rendre sa grandeur, de lui rendre l'esprit de conquête et surtout que cet esprit de conquête, les Français le retrouvent et qu'on leur donne la possibilité de réussir. Alors l'esprit de conquête, c'est une magnifique formule, mais explique-nous, réexplique-nous, qu'est-ce que c'est exactement l'esprit de conquête? L'esprit de conquête, c'est plusieurs choses. C'est d'abord que les jeunes qui ont envie de réussir ne sont pas obligés d'aller à l'étranger pour commencer leur carrière. L'esprit de conquête, c'est que celui qui se dit « j'ai envie de faire plein de choses », mais finalement c'est tellement lourd, il y a tellement de réglementations et je vais avoir tellement d'impôts à payer même de toute façon si je réussis que je préfère ne rien faire et finalement faire le minimum. Oui, il y a une forme de découragement. Il y a une forme de découragement et finalement tout ceci retentit sur la France. Je regardais encore avant-hier, les chiffres de la croissance sont sortis. La croissance européenne est de 1,7%, en France elle est de 1,1%. Il y a un problème, non? Et alors d'où il vient ce problème? Je pense que le problème il vient d'abord de ce que nos entreprises se trouvent en distorsion de concurrence. Elles n'ont pas les mêmes chances dans la concurrence internationale qu'ont les entreprises européennes. Et je dis, là il y a quelque chose à faire. Il est évident qu'il faut enlever un certain nombre des contraintes qui sont spécifiques à la France, qui ne sont pas européennes, qui sont spécifiques à la France, qu'on a rajoutées sur les exigences européennes et qui plombent finalement nos entreprises. Nos entreprises, avec ces réglementations, elles ont un boulet au pied, des menottes au poignet et parfois le risque d'avoir un pistolet sur la tempe. Eh bien, c'est ça ce qu'il faut changer. Et moi je dis quelque chose de très simple. Il faut tout simplement revenir à l'application telle qu'elle est faite dans la moyenne des pays européens. L'application des réglementations, on baisse. On est à la moyenne européenne. Et de la même façon pour les impôts et pour la fiscalité. Nous avons le plus de fiscalité qui pèse sur les entreprises, comme sur les particuliers d'ailleurs, de toute l'Union européenne. Eh bien, si on veut que nos entreprises soient à égalité de concurrence avec les entreprises européennes, il faut ramener en 3 ans, ce que je dis parce que j'ai calculé, c'est raisonnable, en 3 ans, il faut que les entreprises françaises n'aient pas plus d'impôts et de taxes que les entreprises européennes. Et c'est vrai aussi pour les particuliers. Je te disais tout à l'heure, les jeunes disent à quoi bon faire des efforts supplémentaires puisque de toute façon l'État va me prendre la quasi-totalité de ce que je gagne en plus. Et c'est vrai, aujourd'hui en France, est-ce que tu sais Alexandra que nous travaillons jusqu'au 29 juillet uniquement pour payer l'État. Alors que dans d'autres pays européens, il y a des gens qui ne travaillent que jusqu'au début du mois de mars. Alors, bon, je ne suis pas là pour faire de la démagogie. C'est pas mon truc, la démagogie. Mais je dis simplement, il faut être raisonnable. Parce que c'est profondément injuste que des Français, finalement, ne puissent travailler pour eux et pour leurs enfants qu'entre le 30 juillet et le 31 décembre. Et je dis, revenons là aussi, simplement à la moyenne européenne.
Alors tu vois, ce qui me frappe, c'est que quand tu expliques les choses, je comprends tout. Et c'est vrai que c'est pas le cas de tes concurrents quand même, parce qu'ils restent quand même très... Enfin, voilà, les choses sont... Voilà, c'est ce que j'aime chez toi, c'est que tu es clair et tu vas droit au but. Les femmes ont l'esprit concret peut-être. Ça aide aussi. Et puis surtout, j'ai beaucoup entendu les gens qui parlaient avec moi, que les artisans, les patrons de petites entreprises, les salariés, des professions libérales, et eux, ils me parlent de ça, de leur vie quotidienne. Alors, il y a une question que je voudrais te poser, parce que ça a été beaucoup repris dans la presse et sur les réseaux sociaux, c'est que tu voulais supprimer le droit de grève aux fonctionnaires. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Il faut reprendre des choses. Les fonctionnaires, le statut de fonctionnaire a été créé pour servir l'État et les fonctions régaliennes de l'État. C'est-à-dire tout ce qui ne peut pas être délégué à d'autres dans l'État. Et puis, au fur et à mesure du temps, bien, ce statut a été étendu à presque tous les agents publics. Et moi, ce que je veux, c'est revenir à ce qui était le principe d'origine. C'est-à-dire, le statut de fonctionnaire est réservé pour le travail, pour les métiers qui correspondent au cœur de l'État, ce que l'on appelle le régalien. C'est-à-dire la défense, c'est-à-dire la sécurité, c'est-à-dire la diplomatie, c'est-à-dire les finances. Et puis, les autres agents publics, qui font aussi un travail important, mais qui ne nécessitent pas la même continuité, l'exigence de continuité, l'exigence d'impartialité qui est caractéristique des fonctions régaliennes de l'État, bien, les autres ont un statut d'agent public contractuel. Mais parce que justement les fonctionnaires sont sur les fonctions essentielles de l'État, celles qui exigent qu'il n'y ait aucune interruption, je dis il faut supprimer le droit de grève. Alors je sais que c'est probablement un effort, mais il faut regarder qu'en contrepartie, le statut des fonctionnaires offre la garantie absolue de l'emploi. Est-ce que, surtout dans une période actuelle où il y a tellement de problèmes pour l'emploi, c'est demander un effort trop important à des gens à qui on offre la garantie totale de l'État en échange du fait de ne pas avoir le droit de grève et d'avoir aussi une obligation de neutralité absolue vis-à-vis de tous ceux qui peuvent s'adresser à eux. Bah écoute, merci Michel pour ces explications. Toutes les semaines, on va discuter ensemble, on va poser des questions à Michel. D'ailleurs, les internautes sont les bienvenus, ils peuvent envoyer leurs questions pour se faire ce petit rendez-vous hebdomadaire et commenter l'actualité et aller plus loin dans le programme de Michel Alliot-Marie. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter et sur le site de Michel Alliot-Marie, donc alliotmarie2017.fr. Voilà, et je vous dis à la semaine prochaine.